Dans le paisible et verdoyant village de Kuyani, vivait une charmante jeune fille nommée Sina. C'était le genre de fille qui saluait tout le monde avec un sourire chaleureux, aidait les aînés à porter leur bois et ne disait jamais un mot dur à personne. La vie n'avait pas été facile pour Sina, mais elle ne se plaignait jamais. Son cœur était plein d'amour et ses mains étaient toujours occupées à un travail honnête. Les gens du village admiraient sa douceur et sa force tranquille. Sina vivait avec sa mère, Ruwa, une femme qui avait connu la joie, mais qui était devenue froide et distante après la perte de son mari, son véritable père. Il était décédé mystérieusement quelques années auparavant, laissant un profond vide dans leur foyer. La vie après sa mort n'a plus jamais été la même. Ruwa peinait à élever Sina seule, et elle prit bientôt une décision qui bouleversa tout. Elle se remaria. Son choix s'éleva sur Gondo, un étranger venu d'un autre village. Au premier abord, il lui sembla un don des dieux. Il parlait avec douceur en public, portait de beaux vêtements et se comportait toujours comme un homme sage et honorable. Les villageois pensaient que Ruwa avait de la chance d'avoir trouvé un homme aussi respectable. Mais derrière ce masque charmant se cachait un homme empreint d'orgueil, de cruauté et de noirceur. Dès l'arrivée de Gondo chez eux, les choses ont commencé à changer. Il s'asseyait comme un roi, tandis que Sina courait partout pour faire toutes les corvées. Il ne levait jamais le petit doigt pour aider, mais il trouvait toujours des raisons de crier et de gronder. Devant les autres, il faisait semblant de se soucier de Sina, l'appelant ma fille, mais une fois la porte fermée, son vrai visage apparut. C'était un tyran, dur, impatient et violent. Sina, encore adolescente, devint son souffre-douleur. Pour la moindre raison, il lui retirait sa ceinture et la frappait, lui laissant des bleus dans le dos et des cicatrices sur l'âme. Si elle laissait tomber une assiette, il la battait. Si elle parlait trop bas, il l'accusait de paresse et la punissait. Ses cris résonnaient dans tous les recoins de la maison, mais sa mère restait silencieuse. Ruwa, aveuglée par son désir de préserver son mariage, détournait le regard de la douleur de sa fille. Elle se disait que ce n'était qu'une question de discipline. Elle se disait que Sina s'en sortirait. La cruauté de Gondo ne se limitait pas aux coups. Il obligeait Sina à cuisiner, faire le ménage, laver le linge, aller chercher de l'eau et même cirer ses chaussures. Il la traitait comme une servante, et non comme une fille. Et comme si cela ne suffisait pas, il lui avait présenté sa propre fille, issue d'un précédent mariage, une jeune fille impolie et arrogante nommée Zuba. Zuba était le reflet de son père, se moquant toujours de Sina, l'insultant et la faisant travailler 2 fois plus. Gondo l'encourageait. Il souriait lorsque Zuba insultait Sina, et parfois même s'y joignait. Mais Sina endurait tout avec des larmes silencieuses et une force de caractère. Elle ne s'est pas débattue. Elle n'a pas crié. Elle a juste continué à espérer qu'un jour sa vie changerait. Elle se levait tôt, balayait la propriété et priait silencieusement en son cœur. Un jour, cette douleur prendra fin. Pourtant, personne au village ne savait vraiment ce qui se passait derrière les murs de la maison de Ruwa. Il continuait de croire que Gondo était un homme bon. Après tout, il saluait tout le monde poliment, donnait de la nourriture lors des fêtes du village et parlait avec charme lors des réunions communautaires. Personne n'aurait pu imaginer le monstre qu'il devenait lorsque personne ne le regardait. Mais la vie a une étrange façon d'écouter les cris des innocents. Il n'oublie jamais l'injustice. Et même si Gondo se croyait puissant, il ignorait que le destin le guettait déjà, attendant le moment idéal pour riposter. Sina s'asseyait souvent près du grand manguier devant leur maison, se souvenant du sourire chaleureux et des mains douces de son père. Il était le seul à l'avoir jamais appelé « mon petit rayon de soleil ». Mais maintenant, ses souvenirs ressemblaient à des rêves lointains. Son père était mort subitement et mystérieusement, et personne ne lui avait jamais vraiment expliqué ce qui s'était passé. Un jour, il était là, plein de vie. Et le lendemain, il avait disparu, enseveli dans le silence. Sina n'était alors qu'un enfant. Mais même maintenant, des années plus tard, son cœur souffrait encore pour lui. S'il avait été vivant, rien de tout cela ne serait arrivé. Il n'aurait jamais laissé un monstre comme Gondo entrer dans leur vie. Dès l'entrée de Gondo dans leur foyer, tout a changé. Il n'est pas venu en père, mais en souverain. Au début, ce n'était que des broutilles. Il grondait Sina parce qu'il laissait le balai au mauvais endroit ou qu'il parlait trop bas. Mais bientôt, sa colère se transforma en quelque chose de bien plus sombre.
Il commença à la frapper avec sa ceinture, parfois pour des raisons totalement absurdes. Si elle ne mettait pas assez de sel dans la soupe, elle était fouettée. Si elle paraissait fatiguée, elle était punie. Si elle restait silencieuse, il la traitait d'entêtée et la giflait. Quoi qu'elle fasse, ce n'était jamais bien à ses yeux. Derrière les portes closes, Gondo était une bête. Sa voix résonnait dans la maison, suivie du bruit sec d'une ceinture qui s'abattait sur la peau. Le corps de Sina portait les traces de sa souffrance, comme autant de cartes, des bleus dans le dos, des cicatrices sur les bras et une douleur enfouie au plus profond de son cœur. Elle pleurait en silence dans sa petite chambre, le visage enfoui dans son oreiller pour que les voisins ne l'entendent pas. Mais personne n'est venu. Personne n'est jamais venu. Sa mère, Rua, a tout vu. Elle a vu les marques. Elle a entendu les cris. Mais elle a choisi le silence. Rua était devenue une femme qui voulait désespérément préserver son mariage à tout prix. Elle se disait que Gondo ne faisait que discipliner sa fille. Elle se disait que ce n'était pas de la maltraitance. C'était juste un homme qui essayait d'élever un enfant correctement. Mais au fond, elle connaissait la vérité. Elle lisait la peur dans les yeux de Sina. Mais elle détourna le visage. Elle regardait sa fille souffrir, juste pour protéger sa place auprès d'un homme cruel. Certaines nuits, Sina suppliait sa mère, les yeux pleins de larmes. « Maman, dis-lui d'arrêter. » Mais Rua détournait le regard, la grondait parfois même en disant « Tu dois apprendre à respecter ton père. » Mais Gondo n'était pas un père. C'était un tyran sans cœur, et sa rage ne fit que grandir avec le temps. Sina devint prisonnière chez elle. On ne lui permit ni de se reposer, ni de sourire, ni de vivre comme une enfant. Gondo lui a fait vivre un cauchemar, et Rua l'a laissé faire. La maison, autrefois remplie de rire, résonnait désormais de peur. Les murs qui avaient autrefois abrité l'amour ne portaient plus que douleur. Même lorsque Sina tomba malade, Gondo ne fit preuve d'aucune pitié. Il continuait à lui crier dessus, à la forcer à cuisiner, à faire le ménage et à aller chercher de l'eau. Zuba, la fille de Gondo, aimait regarder tout cela, se moquant de Sina, la traitant de faible et d'inutile. Et Gondo l'encouragea, laissant sa fille enfoncer le couteau encore plus profondément dans les blessures de Sina. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière le regard silencieux de Sina, une tempête se préparait. Son courage était intact. Il ne restait plus qu'à attendre le jour où la situation changerait. Car la vie équilibre toujours la balance. Et tandis que Gondo s'affairait à la démolir, la vie lui préparait silencieusement une leçon plus dure que toutes les ceintures qu'il avait jamais utilisées. La vie de Sina se transforma peu à peu en une prison silencieuse. Jour après jour, son sourire s'estompait et son regard se vidait. La jeune fille autrefois joyeuse, qui fredonnait en balayant la cour, marchait désormais silencieusement, la tête baissée, craignant même de respirer trop fort. Chaque recoin de la maison lui rappelait la douleur. Son dos portait des cicatrices fraîches de la ceinture, et son cœur était couvert de blessures invisibles. La nuit, quand tout le monde dormait, elle pleurait doucement dans son oreiller, l'imbibant de larmes, de peur que quelqu'un ne l'entende et ne la punisse davantage. Elle n'était plus traitée comme une fille dans sa propre maison. Gondo l'avait transformée en domestique à temps plein. Du lever au coucher du soleil, elle travaillait comme une esclave, lavant le linge, frottant les sols, préparant les repas, faisant la vaisselle et faisant les courses. Si elle se reposait ne serait-ce qu'un instant, Gondo criait et relevait sa ceinture. Et Rua, elle, observait tout cela d'un œil froid, faisant semblant de ne pas voir les bleus, faisant semblant de ne pas entendre les cris de son propre enfant. Pour elle, faire plaisir à Gondo était plus important que de protéger sa fille. Mais le pire, c'était Zuba, la fille de Gondo issue de son précédent mariage. Zuba était arrivée avec une attitude arrogante, se promenant comme si elle était la maîtresse de maison. Elle n'avait jamais levé le petit doigt pour aider, et pourtant elle se comportait comme une reine. Elle se moquait de Sena à chaque occasion, la traitant de rat de maison et riant quand Gondo la punissait. « Tu n'es qu'une servante ici », disait-elle en lançant ses chaussures à Sena. Elle renversait de l'eau exprès, juste pour voir Sena la nettoyer. Elle déchirait ses vêtements et accusait Sena, sachant que son père croirait ses mensonges sans poser de questions. Le harcèlement de Zuba ne se limitait pas aux mots. Elle bousculait Sena, lui jetait des objets et la fermait même dehors par forte pluie. Et Gondo, lui,
ne l'a jamais arrêté. Au contraire, il souriait avec fierté, heureux que sa fille se comporte avec force. Il traitait Zuba comme un joyau précieux, tandis que Senna était comme de la poussière sous ses chaussures. La différence de traitement était flagrante. Le monde de Senna se rétrécissait. Elle n'avait personne à qui parler, personne pour la protéger. Les autres villageois ignoraient ce qui se passait derrière les murs de leur maison. Dehors, Gondo et Zuba se montraient polis, tandis qu'à l'intérieur, ils étaient des monstres. Et Rua, sa propre mère, était devenue une étrangère, silencieuse, distante et froide. Parfois, Senna contemplait les étoiles, murmurant au ciel nocturne « Pourquoi moi? Que ai-je fait de mal ?» Mais il n'y avait pas de réponse, seulement le silence et la douleur. Son jeune cœur portait trop de chagrin, et chaque jour lui semblait plus lourd que le précédent. Pourtant, elle persévérait. Pourtant, elle tenait bon. Même si son dos était couvert de cicatrices, son esprit refusait de mourir. Ce que Gondo et Zuba ignoraient, c'est que la vie a une étrange façon de nous observer. Le silence peut être de mise pendant un moment, mais il n'oublie jamais. Les larmes qui ont coulé sur l'oreiller de Senna n'ont pas été vaines. Les bleus sur son dos n'ont pas été ignorés. Le destin prenait des notes en silence. Et le moment venu, la douleur qui lui avait infligé leur reviendrait, 10 fois plus intense, car le karma rattrape toujours ceux qui croient pouvoir blesser les autres et s'en sortir libres. Et pour Gondo et Zuba, ce moment arrivait lentement mais sûrement. Par un après-midi tranquille, Senna portait un lourd panier de vêtements sur la tête en se dirigeant vers la rivière. C'était son seul moment de paix de la journée, loin de la voix rauque de Gondo et du rire cruel de Zuba. La rivière, avec son doux courant et sa douce brise, était comme une amie qui écoutait ses cris silencieux. Alors qu'elle commençait à frotter ses vêtements sur les rochers lisses, elle remarqua quelque chose d'inhabituel à l'orée des buissons. Un homme gisait par terre, à peine conscient. Ses vêtements étaient déchirés, son bras saignait et son visage était fatigué, comme s'il avait marché des jours entiers sans repos. La plupart des gens auraient fui, effrayés, mais pas Senna. Malgré sa douleur et son esprit brisé, son cœur battait encore de bonté. Elle se précipita vers l'étranger, laissa tomber son panier et déchira un morceau de son emballage pour panser sa blessure. Elle lui apporta de l'eau de la rivière, lui essuya le visage et resta à ses côtés jusqu'à ce qu'il puisse s'asseoir. L'homme s'appelait Tibari, mais il ne révéla pas grand-chose de lui-même. Il raconta simplement qu'il avait été attaqué par des voleurs en chemin et qu'il s'était égaré. Senna l'aida à nettoyer sa blessure et lui offrit même le peu de nourriture qu'elle avait emporté avec elle. Elle n'avait rien à donner, mais elle lui donna tout ce qu'elle pouvait, son temps, ses soins et sa chaleur. C'était quelque chose que Tibari n'avait pas ressenti depuis longtemps. Alors que le soleil commençait à se coucher, Tibari était assis sous un arbre, observant cette pauvre villageoise, si pauvre mais si généreuse. Il y avait quelque chose chez Senna qui le touchait profondément. Sa douceur, sa force malgré la douleur, la tristesse silencieuse dans son regard, et pourtant la gentillesse qui coulait encore de son cœur. Il avait rencontré beaucoup de gens dans sa vie, mais aucun comme elle. Avant de partir, Tibari la regarda profondément dans les yeux et dit doucement « Tu ne me connais pas, mais un jour, je te rendrai cette gentillesse. La vie ne sera pas toujours aussi cruelle pour toi, je te le promets. » Senna sourit faiblement et hocha la tête, pensant qu'il s'agissait simplement d'une politesse. Après tout, que pouvait faire un inconnu blessé pour une fille comme elle? Elle ne lui avait jamais demandé qui il était vraiment, et il ne lui avait rien dit. Elle l'aida simplement, parce que c'était la bonne chose à faire. Elle le regarda s'éloigner lentement, sans savoir qu'elle venait de changer le cours de sa vie par un simple geste de bonté. Ce jour-là, près de la rivière, quelque chose changea. Pour la première fois depuis longtemps, Senna sentit une lueur d'espoir. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle sentait au fond d'elle-même que sa vie ne devait pas se terminer dans la douleur. Au fond d'elle-même, elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, des jours meilleurs viendraient. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'étranger qu'elle avait aidé n'était pas un homme ordinaire. Tibari était un riche noble, voyageant déguisé pour en apprendre davantage sur la vie des gens ordinaires, et il n'oublierait jamais la jeune fille aux cicatrices dans le dos et alors dans le cœur. Le destin était discrètement entré dans sa vie, et même si Senna ne le voyait pas encore, son histoire allait prendre un nouveau tournant. La fille qui pleurait seule la nuit venait de semer la graine de son propre miracle.
La méchanceté de Gondo ne s'arrêta pas à la maison. Elle s'étendit, atteignant tous les recoins du village de Kuyani. Avec ses sourires artificiels et ses belles paroles, il trompait tout le monde au conseil du village. Il se faisait passer pour un homme sage, un homme de justice, quelqu'un qui se souciait du peuple. Mais derrière ce masque, il était un loup avide, toujours en intrigue, toujours avide de pouvoir. Les villageois, ignorant sa véritable nature, lui faisaient confiance. Ils l'écoutèrent et lui confièrent davantage de responsabilités, pensant qu'il apporterait des changements positifs. Mais au lieu de cela, Gondo apporta la destruction, enveloppée de mensonges. Bientôt, il devint l'une des voix les plus influentes du conseil. Il présidait les réunions, prenait des décisions pour le peuple et se comportait en grand dirigeant. Mais en secret, il volait ceux-là même qui lui faisaient confiance. La caisse communautaire, qui contenait l'argent destiné aux pauvres, aux réparations, aux frais de scolarité et aux projets du village, Gondo commença à la vider discrètement. Il utilisa les fonds pour construire une maison plus grande, acheter des vêtements coûteux et nourrir sa fierté grandissante. Personne n'osait le questionner, car il avait toujours une excuse, un plan pour effacer ses traces. Mais Gondo ne s'arrêta pas là. Sa cupidité grandit encore. Il a commencé à vendre les terres du village à des étrangers sans autorisation. Des terres agricoles qui appartenaient autrefois au peuple étaient désormais achetées par des inconnus. Les anciens et les familles pauvres étaient chassés de leurs terres sans préavis. Et lorsque quelqu'un tentait de s'exprimer, Gondo le réduisait au silence par des menaces ou des mensonges. Il répandait des rumeurs pour salir leur réputation ou les accuser de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Une à une, les voix des innocents furent réduites au silence, et Gondo continua de s'élever, tel un nuage noir au-dessus de Kuyani. Il commença à marcher la tête haute sur la place du village, comme s'il possédait tout le territoire. Il organisait des fêtes, prononçait de faux discours sur le développement et distribuait de petits cadeaux, juste pour aveugler les villageois et les empêcher de voir la vérité. Sa fille Zuba jouissait également de ce pouvoir et de cette fierté. Elle se moquait des villageois, méprisait tout le monde et se vantait de la richesse de son père. Ensemble, Gondo et Zuba riaient en privé, tandis que le reste du village souffrait en silence. Mais ce que Gondo ignorait, c'est que les mensonges ne durent pas éternellement. L'avidité peut vite monter, mais elle s'abat toujours plus durement. Les rumeurs avaient commencé à circuler. Certains villageois commençaient à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Les anciens remarquèrent la disparition des fonds. Les agriculteurs se plaignirent de la perte de leurs terres. Une tempête se préparait silencieusement en arrière-plan. Les mêmes villageois qui autrefois louaient Gondo commençaient maintenant à le remettre en question. Son masque se fissurait peu à peu, et la vérité perçait à travers les trous. Pourtant, Gondo restait aveugle aux signes. Il se croyait intouchable, que personne ne pourrait le vaincre. Il croyait que ses mensonges étaient plus forts que la vérité. Mais le destin en avait décidé autrement. Karma observait, attendant patiemment le moment idéal pour frapper. Gondo ignorait que sa chute avait déjà commencé. La douleur qu'il avait causée, les mensonges qu'il avait répandus, l'argent qu'il avait volé, tout cela lui reviendrait, plus fort et plus fort. Le village qu'il pensait contrôler se réveillait lentement, et bientôt, ceux-là même qu'il avait autrefois applaudis seraient ceux qui le tireraient vers le bas. Car, quelle que soit la hauteur du mal, sa chute est toujours plus difficile. Les jours de pouvoir de Gondo étaient comptés. Les graines de la justice poussaient déjà, et lorsqu'elles fleuriraient, elles anéantiraient tous les actes pervers qu'il avait commis. Ce fut un jour que Sina n'oublierait jamais, un jour où sa vie fut encore plus bouleversée. Gondo, empli de malveillance et de jalousie, décida qu'il était temps de se débarrasser d'elle. Il connaissait la force de Sina, sa dignité tranquille et l'amour que certains villageois lui témoignaient encore. Et cela l'effrayait. Il voulait la faire souffrir encore plus, anéantir le dernier rayon de lumière qui lui restait. Il élabora alors un plan machiavélique qui ruinerait sa réputation à jamais. Un soir, Gondo se tenait au milieu de leur propriété, criant et feignant la fureur. Il brandit un petit sac contenant l'argent manquant de la caisse du village et le désigna du doigt. « Cette fille est une voleuse !» hurla-t-il, attirant l'attention des voisins et des passants. Il accusa Sina d'avoir volé l'argent qu'il avait caché. Les villageois se rassemblèrent rapidement, choqués et confus. Rua, aveuglé par son amour pour Gondo et craignant de le défier,
restait silencieuse. Pas une seule fois elle n'avait défendu sa propre fille. Sina, tremblante de peur et de confusion, tenta de s'expliquer. Des larmes coulaient sur son visage lorsqu'elle dit « Je n'ai rien pris. Je le jure sur la tombe de mon père. » Mais personne ne l'écoutait. Gondo était respecté au conseil du village. Sa voix sonnait vraie pour beaucoup. Il mentait si bien que même ceux qui croyaient autrefois en Sina commencèrent à douter d'elle. Zuba éclata de rire et jeta de l'huile sur le feu, se moquant de Sina devant tout le monde. « Même avec ton air innocent, tu n'es qu'un voleur », cracha-t-elle. L'humiliation était insupportable. Certains villageois l'ont insulté. D'autres lui ont jeté des pierres. Quelques-uns lui ont simplement tourné le dos et sont partis. Personne n'est venu la protéger. Personne n'a vu sa douleur. Sa mère, Rua, restait figée, le regard rempli de culpabilité, mais ses lèvres étaient closes. Le plan de Gondo fonctionna à merveille. Sina était déshonorée, le cœur brisé et impuissante. À la tombée de la nuit, Gondo lui ordonna de quitter la maison immédiatement. Il cria « Tu n'as pas ta place ici, voleur. Pars avant que j'appelle les gardes. » Avec juste un petit paquet de vêtements, Sina s'éloigna de la seule maison qu'elle ait jamais connue. Elle était pieds nus, le cœur lourd et l'âme brisée. Elle errait sans but dans l'obscurité, ne sachant où aller ni à qui faire confiance. Chaque pas lui semblait une punition. Chaque larme qui coulait murmurait la même question. Pourquoi moi? Après avoir marché des jours sans nourriture, sans abri ni direction, elle atteignit enfin un village lointain appelé Malira. Il était plus petit, plus calme et inconnu. Elle s'assit sous un arbre à la lisière du village, fatiguée et brisée, espérant juste se reposer un moment. Certains villageois la virent et se demandèrent qui était cette pauvre fille, la poussière aux pieds et la tristesse dans les yeux. Sina était loin de se douter que ce nouveau village marquerait le début de quelque chose de plus grand. Bien qu'accusée à tort et bannie à tort, son voyage était loin d'être terminé. La vie l'avait poussée vers le bas, mais le destin la surveillait toujours. La même fille, chassée comme une voleuse, allait s'élever telle une étoile. Et bientôt, ceux qui riaient de sa chute la verraient se relever, bouche bée. Et de lourds regrets. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une jeune fille perdue dans un pays étranger, essayant de survivre. Pourtant, même dans cet instant de désespoir, quelque chose au fond d'elle refusait de mourir. Son courage, sa bonté, sa force. Et c'est précisément ce que la vie allait utiliser pour écrire son retour. Dans le paisible village de Malira, la vie de Sina prit un nouveau tournant. Bien qu'elle soit arrivée brisée et perdue, le destin ne l'avait pas complètement abandonnée. Un matin, assise au bord de la route, le regard fatigué et l'estomac vide, une vieille femme nommée Mama Ifoto la remarqua. Mama Ifoto était une veuve bienveillante, connue dans le village pour sa générosité et son sourire chaleureux. Elle vit en Sina quelque chose que les autres avaient ignoré. La douleur, certes, mais aussi la force. Sans hésiter, elle accueillit Sina dans sa petite maison et lui offrit un endroit où dormir et de quoi manger chaud. Au début, Mama Ifoto ne posait pas beaucoup de questions. Elle prenait simplement soin de Sina comme d'une fille, la laissant guérir lentement. Au fil des jours, Sina commença à se confier. Elle raconta son histoire douloureuse et Mama Ifoto l'écouta, les larmes aux yeux. « Mon enfant, dit-elle doucement un soir, la vie peut te vaincre, mais ne la laisse jamais te vaincre. » Mama Ifoto avait sa propre petite entreprise. Elle fabriquait et vendait du beurre de karité, des huiles végétales et des cosmétiques naturels selon des recettes ancestrales transmises de génération en génération. Sina, curieuse et avide d'apprendre, commença à l'aider. Elle observait comment Mama Ifoto cueillait soigneusement les herbes, mélangeait les huiles et mettait tout son amour dans chaque produit. Avec le temps, Sina a acquis une certaine maîtrise de cet artisanat. Ses mains, autrefois utilisées pour nettoyer les sols et porter des fardeaux, créaient désormais de magnifiques pots de baume cicatrisant et de beurre de karité parfumé. Les clients ont commencé à remarquer le changement. Les produits sont devenus plus raffinés, les emballages plus élégants, les parfums plus riches. Mama Ifoto souriait fièrement lorsque Sina a commencé à proposer de nouvelles idées, à mélanger les herbes de manière créative et à donner aux produits des noms uniques. Petit à petit, ils ont étendu leur activité, passant de la vente au marché du village à des commandes spéciales des villes voisines. Un jour,
Mamaïphoto a donné à Sina une bourse remplie de pièces et lui a dit « Utilise-la pour créer ton propre projet. Tu as des ailes maintenant, mon enfant. Vole ». Les larmes aux yeux et la détermination au cœur, Sina a ouvert son propre petit stand sur le marché de Malira. Elle a baptisé sa marque Sina Natural et a commencé à vendre ses produits d'une voix douce et d'un grand sourire. L'entreprise a connu une croissance plus rapide que prévu. Les gens adoraient la beauté naturelle de ses produits. Mais plus encore, ils admiraient son histoire, sa résilience et son esprit. Des voyageurs commencèrent à affluer de villages lointains pour acheter des produits de la jeune fille aux mains magiques. Elle a agrandi son étalage pour en faire une boutique, puis 2, puis 3. En quelques années, Sina est devenue la reine de beauté de Malira. Elle a commencé à former d'autres filles du village, leur donnant des compétences, de la confiance et des emplois. La vie de Sina, autrefois jalonnée de coups et d'insultes, était désormais empreinte d'éloges, de succès et d'admiration. Elle commença à assister aux réunions de village, parlant aux jeunes femmes de l'estime de soi, de la force et de la force de ne jamais abandonner. Même les anciens la regardaient avec fierté, disant « Cette fille a l'esprit d'une lionne ». Sina n'a pas oublié Mamaïphoto. Elle lui a construit une maison plus grande, l'a remplie d'amour et a pris soin d'elle comme une vraie mère. Et elle n'a pas oublié non plus sa douleur. C'est devenu son pouvoir. Chaque cicatrice qu'elle portait se transformait en leçon. Chaque larme versée se transformait en sagesse. D'une jeune fille autrefois traitée comme une servante, Sina était devenue une reine des affaires respectée. Le village, qui la connaissait autrefois comme une jeune fille errante, la célébrait désormais comme une icône d'espoir. Elle avait prouvé que, quelle que soit la cruauté de la vie, avec de la gentillesse, du travail acharné et du courage, chacun peut s'en sortir. Son histoire ne se résumait pas à la douleur. Elle parlait de s'en relever et de briller encore plus. De retour au village de Kuyani, Gondo continuait de vivre comme un roi. Il marchait avec fierté, se comportant comme un intouchable. Il siégeait toujours au conseil du village, prenant les décisions, feignant de se soucier des gens tout en les volant en secret. Il avait trompé tant de gens pendant si longtemps que même la vérité semblait un mensonge à ceux qui lui avaient autrefois fait confiance. Mais aussi aucun oiseau vole, un jour il doit redescendre. Et le jour de Gondo arriva de la manière la plus inattendue. Un matin, un jeune homme du village, qui travaillait en étroite collaboration avec le conseil, découvrit quelque chose d'étrange dans les registres financiers. Les chiffres ne correspondaient pas. Les fonds destinés à la construction de puits, au soutien aux agriculteurs et à l'aide aux veuves avaient disparu. La nouvelle s'est rapidement répandue. Les villageois qui avaient autrefois loué Gondo commencèrent à chuchoter dans son dos. Des questions surgirent, et des regards dubitatifs se tournèrent vers lui. Bientôt, une enquête approfondie fut ouverte. Les anciens du village et les dirigeants des villes voisines ont été appelés pour vérifier les registres. Des documents cachés, de fausses signatures et des transactions foncières volées ont été découverts. La population était sous le choc. L'homme en qui ils avaient le plus confiance les avait tous trahis. Le visage de Gondo perdit toute fierté, tandis que la vérité éclatait à flots. Lorsque les villageois se rassemblèrent pour la réunion publique, l'atmosphère était chargée de colère. Gondo se tenait devant eux, transpirant et balbutiant, essayant de tout nier. Mais c'était trop tard. L'évidence était évidente. Les mêmes villageois qui s'inclinaient autrefois devant lui le criaient maintenant « voleur »,« menteur »,« traître ». Certains jetèrent même du sable à ses pieds, signe de profonde honte à Kuyani. Le chef du village se leva et prit la décision finale. Gondo fut démis de ses fonctions, arrêté et traduit en justice devant le tribunal régional. Les applaudissements furent exprimés, non pas par joie, mais par soulagement. La justice était enfin rendue. Le même homme qui avait battu une jeune fille innocente, volé le peuple et arborait un masque de respect, était désormais un criminel enchaîné. Sa chute ne s'arrêta pas là. Gondo disparut, Rua et Zuba se retrouvèrent dans la honte et la pauvreté. Personne ne voulait plus les fréquenter. On refusait d'acheter chez eux, de leur parler, ni même de les saluer. Leurs amis d'autrefois s'évanouirent comme de la fumée. Rua, qui autrefois ignorait la douleur de sa fille pour faire plaisir à son mari, était désormais assise dans sa petite cour, brisée et amère. Zuba, qui autrefois se moquait de Sina et riait de ses souffrances,
mendiaient maintenant de la nourriture sur le même marché où elles se pavanaient fièrement. Leur maison, autrefois pleine de bruit et de fierté, était devenue silencieuse et vide. La femme qui avait tourné le dos à son propre s'en subissait désormais les lourdes conséquences de son silence. Et la fille qu'ils avaient rejetée comme un chiffon était désormais une étoile brillante dans un autre village, respectée et aimée. Les habitants de Kuyani se murmuraient souvent entre eux. Si seulement Rua avait soutenu sa fille, si seulement Gondo avait craint le karma, si seulement Zuba avait été bienveillant. Mais il était trop tard pour les regrets. Le village avait appris une dure leçon. Le mal peut surgir un temps, mais il ne dure jamais. La chute de Gondo nous a rappelé qu'aucune méchanceté ne reste éternellement cachée. La vérité éclate toujours. La justice trouve toujours son chemin. Et tandis que Gondo était assis dans une cellule sombre, la même ceinture avec laquelle il avait battu Senna était désormais accrochée, preuve de sa cruauté. La vie avait véritablement renversé la situation. Celui qui avait causé tant de souffrances était désormais celui qui implorait pitié. Des années s'étaient écoulées depuis que Senna avait quitté Kuyani, honteuse et en larmes. Mais le temps révèle sa véritable force, et la vie avait tourné en sa faveur. La jeune fille, autrefois battue, insultée et rejetée, était désormais devenue une lumière rayonnante dans le pays. Son nom a résonné partout, celui de la fondatrice d'une entreprise prospère de beurre de karité et de cosmétiques à base de plantes. On parlait de son histoire sur les marchés, lors de rassemblements et même dans d'autres villages. Mais un jour, un événement inattendu s'est produit à Kuyani. Senna revint. Non pas comme la jeune fille effrayée et brisée qu'ils avaient chassée, mais comme une femme puissante et sûre d'elle. Vêtue de vêtements élégants et marchant fièrement, Senna entra dans le village la tête haute. Derrière elle suivaient des ouvriers, des chariots chargés de marchandises et des gardes envoyés par de riches marchands désormais partenaires. Dès son entrée, des murmures se répandirent dans l'air comme une traînée de poudre. Est-ce Senna, la fille bannie par Gondo? On dirait une reine. Les enfants qui ne l'avaient jamais vue couraient jeter un coup d'œil à la femme dont leur mère avait parlé. Les aînés la regardaient avec de grands yeux, peinant à croire qu'il s'agissait de la même fille autrefois contrainte de dormir à même le sol froid, avec des chaussures propres et boueuses. La même fille dont Zuba se moquait et dont sa propre mère ignorait la présence. Les gens s'avançaient, inclinant la tête en signe de respect. Les mêmes bouches qui l'insultaient autrefois chantaient maintenant ses louanges. Les mêmes mains qui autrefois pointaient du doigt battaient maintenant des mains avec admiration. Même le chef du village s'avança pour l'accueillir personnellement. « Tu as quitté cet endroit dans la douleur, mon enfant, » dit-il. « Mais tu es revenu telle une fleur épanouie. » Senna resta humble, saluant chacun avec un sourire chaleureux. Elle arpenta les rues du village où elle transportait autrefois de lourdes jarres d'eau. Seulement maintenant, elle était suivie par des admirateurs. Certaines femmes pleuraient en s'excusant d'avoir cru aux mensonges de Gondo. Les hommes secouaient la tête de honte, se souvenant de leurs doutes. Mais Senna ne ressentait aucune amertume. Elle dit « Le même feu qui a tenté de me brûler m'a fait briller davantage. » Elle se rendit à l'endroit même où elle pleurait seule et s'assit sous le vieux baobab. Les enfants se sont rassemblés autour d'elle et elle a commencé à partager son histoire. Non pas pour se vanter, mais pour inspirer. Elle leur a expliqué comment la gentillesse, la patience et le travail acharné peuvent changer une vie. Comment la douleur n'est pas la fin d'une histoire, mais parfois le début d'une plus grande. Elle a ouvert un petit centre de formation à Kuyani pour enseigner aux jeunes filles des compétences en cosmétique, en commerce et en confiance en soi. Elle a proposé des emplois aux veuves et aux mères célibataires. Elle a fait un don pour reconstruire l'école communautaire que la cupidité de Gondo avait laissée en ruine. Son retour n'a pas seulement apporté de la fierté, il a aussi apporté la guérison. Même Rua a entendu parler de son retour. La femme autrefois fière, désormais faible et pauvre, vint discrètement voir sa fille. Elle se tenait à distance, incertaine de mériter un mot de Senna. Mais Senna la vit, s'avança vers elle et la serra fort dans ses bras. « J'ai porté beaucoup de douleur, » dit-elle doucement, « mais je l'ai laissé derrière moi. » Tout le village observait en silence. Ce moment a touché tous les cœurs. Une jeune fille qui avait toutes les raisons de haïr avait choisi le pardon, ce qui avait fait d'elle non seulement une femme accomplie, mais une femme formidable. Depuis ce jour, les habitants de Kuyani ont dit à leurs enfants de ne jamais se moquer des faibles,
de ne jamais maltraiter les humbles. On ne sait jamais sur quelle rose on marche, car un jour, cette rose pourrait refleurir, plus éclatante que jamais. Sénat se tenait droite, le cœur rempli de paix et de grâce. Son retour à Kuyani symbolisait la victoire, mais la douleur de son passé résonnait encore doucement dans sa mémoire. Sa mère, Rua, autrefois aveugle à sa souffrance, se tenait maintenant devant elle, les larmes aux yeux et la honte au cœur. Sénat la regarda, non pas avec colère, mais avec une force tranquille. Elle avait choisi de pardonner à sa mère, non pas parce qu'elle avait oublié la douleur, mais parce que son cœur était trop rempli de croissance pour supporter la haine. Mais lorsque Gondo apparut, brisé et couvert de poussière, mendiant au bord de la route, Sénat ne lui jeta même pas un regard. L'homme qui autrefois lui avait tendu sa ceinture, qui lui avait crié dessus comme si elle n'était rien, tendait maintenant les mains, tremblantes, implorant nourriture et pitié. Ses yeux étaient creux, ses vêtements déchirés, son orgueil écrasé sous le même poids qu'il avait autrefois fait peser sur les épaules de Sénat. Les gens le dépassaient sans pitié. Les mêmes villageois qui le craignaient autrefois crachaient à terre près de lui. Il était devenu celui qu'il craignait, impuissant et oublié. Il aperçut Sénat de loin et rampa vers elle, l'appelant par son nom, pleurant comme un enfant sans défense. Mais Sénat passa devant lui sans un mot, non par vengeance, mais parce qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Ses cris résonnèrent derrière elle, mais elle ne s'arrêta pas. De la même manière qu'il avait ignoré ses larmes, la vie lui tournait le dos, et c'était là sa véritable punition. Non pas d'elle, mais du destin lui-même. Zuba, la fille fière et arrogante de Gondo, avait elle aussi connu les aléas de la vie. Celle qui se moquait autrefois de Sénat, qui la traitait comme une esclave, vivait désormais dans une minuscule maison délabrée avec un mari ivrogne qui la battait et dépensait tout son argent en vin de palme. Elle se croyait meilleure que Sénat, mais elle vivait désormais la même souffrance dont elle riait autrefois. Sa beauté s'était estompée, sa fierté brisée, et ses jours étaient remplis de regrets. Parfois, elle apercevait le visage de Sénat sur les affiches du marché, son entreprise rayonnant de succès. Et chaque fois qu'elle la voyait, son cœur se serrait de culpabilité et de jalousie. Mais c'était trop tard. La vie avait tourné. Sénat n'a jamais célébré leur chute. Elle s'est concentrée sur sa mission, aider les autres à s'élever, et non à tomber. Mais au fond d'eux-mêmes, chacun à Kuyani a clairement compris la leçon. Ceux-là même qui avaient tenté de la détruire étaient désormais anéantis par leur propre méchanceté. Les anciens du village s'asseyaient souvent sous les arbres et disaient « Quand on frappe un enfant innocent, la vie le frappera plus fort. » Ce qu'on donne finit toujours par nous revenir. L'histoire de Sénat s'est répandue dans d'autres villages. Elle a été invitée à prendre la parole lors de rassemblements, dans des écoles et des conseils municipaux. Ses paroles ont guéri des blessures et son parcours a inspiré des milliers de personnes. Elle est devenue plus qu'une femme d'affaires. Elle est devenue une voix d'espoir, une lumière pour les personnes brisées, et un rappel que le destin récompense toujours ceux qui gardent leur cœur pur, même dans la douleur. Et alors que le soleil se couchait sur le village de Kuyani, une chose est devenue évidente. Les cicatrices de Sénat s'étaient transformées en force, et sa douleur en puissance. La vie avait peut-être tenté de l'écraser, mais elle s'était finalement élevée au-delà de toute espérance. Et ceux qui avaient autrefois tenté de la réduire au silence ne pouvaient plus que la regarder, aveuglés par leurs propres regrets. Car, vraiment, quand on frappe l'innocent, la vie vous frappe plus durement. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé qu'aucune douleur ne dure éternellement et qu'aucune injustice ne reste impunie, alors qu'elle soit une leçon que nous gardons en cœur. Le parcours de Sénat n'est pas qu'un récit, c'est la voix de chaque larme silencieuse, de chaque cicatrice cachée derrière un sourire, et de chaque âme qui a souffert en silence et qui pourtant choisit la bonté plutôt que l'amertume. Combien de filles comme Sénat pleurent encore en cachette, sans être entendues, aimées et invisibles? Combien de cœurs sont brisés par ceux qui sont censés les protéger? Mais n'oubliez pas, la vie voit tout, et même si personne ne vous soutient, le destin vous soutiendra, comme ce fut le cas pour Sénat. Alors, si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait mal au cœur ou si elle vous a donné de l'espoir, ne la gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de force et laissez-la toucher chaque cœur caché qui vit encore dans la douleur. On ne sait jamais, vous pourriez bien aider quelqu'un à retrouver la foi. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour que nous puissions continuer à vous raconter des histoires inspirantes, apaisantes et nous rappeler que, même dans l'obscurité de la nuit, le jour viendra toujours.
Votre soutien est précieux pour nous. Merci de votre attention, merci de votre confiance et merci de participer à ce voyage. Continuons à répandre l'espoir, l'amour et la vérité, une histoire à la fois.